Voilà, donc de retour toujours sur le Métatour, en direct de Bruxelles. Cette fois, on est avec Laurent Louis. Ça va, Laurent? Ça va, t'es pas et toi? Bah écoute, ça va. Bienvenue à Bruxelles. Bah écoute, on est toujours heureux de venir en Belgique. Hein. Pas d'autopompe cette fois-ci? Pas d'autopompe, là on est un peu plus calme que la dernière fois. Alors Laurent, toi tu es maintenant la figure incontournable de la dissidence belge, on peut dire. Grande, on va dire que tu as marqué avec... Disons que j'attends que d'autres me rejoignent et que d'autres fassent ce que j'ai fait. Ah ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres. Tu as ouvert le chemin, on va dire. Alors là, c'est du déblayage à la machette, quoi. Tu nous as fait un boulevard, si j'ose dire, quand même, pour les Belges. C'est clair. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Ouais, tu as fait de ton mieux. Alors, on va revenir un peu, quand même, justement, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu pas mal d'événements depuis la dernière fois, avant notre venue à Bruxelles. Entre-temps, il y a eu les élections. Alors, j'ai envie de dire un peu surréaliste. Qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles, quoi? Alors, on va parler de panne informatique, de bulletins oubliés dans des écoles, de gens du PS qui venaient chercher les urnes directement dans des voitures du PS, qui les amenaient on ne sait où, que c'était pas... Enfin, c'est une blague belge, c'est pas possible. Ben, je pense que de toute façon, il fallait s'y attendre. Moi, dès que j'ai mis sur pied l'aventure de Boulet Belge, je savais qu'on allait devoir faire avec le trucage des élections. C'est évident. Bon, de un, c'est clair que lorsqu'on a déjà le vote électronique qui est généralisé sur Bruxelles, c'est quand même plus d'1 million d'habitants, on ne peut déjà plus vraiment parler d'élections. Je pense que les résultats sont connus à l'avance. En plus de ça, bon, il y a eu un bug, semble-t-il, on m'a dit toute la journée, ouais. Les gens n'ont pas pu revenir voter, les votes ont été annulés. Je me demande même si ça, c'est pas justement le bug pour faire semblant qu'il y a vraiment un vote. Parce que sincèrement, pour moi, il n'y a pas de vote. Les gens ont été votés, mais les résultats ne correspondent pas à ce que les gens ont voté. Tous les jours, je rencontre dans la rue des gens qui me disent « Ah, mais moi j'ai voté pour vous, j'ai voté pour vous. » Si j'en crois ce que les gens disent, dans ma commune, tout le monde a voté pour moi. Mais moi, j'ai vu des chiffres présentés par les Anonymous qui montraient donc, on va dire, une espèce de statistique où il y avait tous les résultats de tous les votants. Et toi, tu avais plus de voix que des gens qui, eux, ont été élus et toi, tu n'es pas élu. Alors, c'était un peu incompréhensible dans le calcul, quoi. Oui, mais ça, c'est le système belge. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis très satisfait de la campagne électorale qu'on a menée au sein de Boulet Belge. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter tous les candidats, remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure formidable. Certains ont été déçus. Bon, on peut toujours être déçu à un moment donné, mais je crois qu'il ne faut rien attendre du système dans lequel on vit. C'est tout à fait logique. Déjà que je suis arrivé au Parlement par hasard, j'ai aucune honte avec ça. Si j'avais dû, dès le départ, exprimer quelles étaient mes idées, j'aurais jamais mis un pied dans ce Parlement, parce que le système n'aurait jamais permis que je l'accède là-bas. Mais alors, ils n'allaient quand même pas faire en sorte d'encore s'empoisonner la vie pendant 5 ans avec un emmerdeur comme moi. C'était logique que j'allais pas être élu. Maintenant, je voulais quitter mon mandat de député par la grande porte. En ayant montré à tout le monde et en ayant que de Boulet Belge ce n'était pas rien, que j'étais pas tout seul et en ayant fait trembler le système. Et je pense sincèrement qu'on l'a fait trembler parce que quand je vois tout ce qu'ils ont utilisé pour essayer de nuire soit à mon image, mais bon ça fait longtemps qu'ils essayent d'y nuire, soit nuire au mouvement, bah, c'est clair qu'on a été un véritable danger. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé au musée juif de Bruxelles. Alors là, ça c'est cette histoire surréaliste. Alors, il y a un mec qui arrive, alors il ressemble bizarrement beaucoup, ça ressemble aux images qu'on avait vues de BFM, le fameux tireur fou. Il y a un mec qui arrive, il ouvre une porte, on voit pas trop, il tire dans le tas, et en tout cas il shoot 4 personnes apparemment, dont 2 agents du Mossad. C'est le hasard. Oui, mais je suis très perplexe par rapport à cet événement, parce que de un, la proximité avec les élections est tellement flagrante. Voilà, la personnalité de l'auteur présumé me semble particulière. Je vois pas qu'est-ce qu'un Français vient... sur le dos en plus très vite. Oui, on m'a mis ça directement sur le dos, c'était très facile. Moi j'ai entendu Laurent Louis très vite. Bien sûr. Bruxelles, de Boulet Belge, il fallait en profiter justement pour encore dissuader les gens de nous soutenir trop massivement. Et la veille des élections, c'était parfait. Mais moi, je vois pas ce qu'un Français, franchement, vient faire en attendant dans un musée juif à Bruxelles dont personne ne connaît l'existence. J'ai jamais entendu parler du musée juif de Bruxelles, moi. C'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. Il est dans une petite rue, paumé, il n'a jamais eu un reportage à la télévision. Donc lui,
de la France, là, il a su qu'il y avait un musée juif à Bruxelles, et il s'est dit, je vais venir avec mon sac à dos, et je vais aller commettre un attentat. La veille des élections, en plus. Un samedi, là où il y a plein de monde. Franchement, je trouve ça très gros, avec la présence de plein de ministres autour des lieux juste à ce moment-là, dont notre ministre des Affaires étrangères, tiens, comme par hasard, ministre des Affaires étrangères, super Didier Reynders, qui est là, qui est venu en aide, soi-disant, aux victimes, mais bon, pas une trace de sueur, hein, pas de sang sur ses vêtements, pour moi, et il n'a pas voulu les secourir, mais il paraît qu'il aurait venu en aide. Bon, je sais pas comment. Une voiture aussi, on m'a dit qu'on avait une Audi. Mais celle-là, on l'a oubliée tout de suite, celle-là. Parce que justement, elle avait une plaque officielle. Voilà. Et comme par hasard, c'était la piste vraiment prioritaire dès le départ de l'enquête. Voilà, ouais. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Il n'y a pas eu de voiture, il est arrivé à pied finalement. Donc on nous prend vraiment pour des cons à longueur de temps. Les gens ont vu partir en voiture. Oui, mais oui, parce qu'on ne pensait pas justement qu'il allait avoir une personne qui allait relever le numéro de cette plaque. Ça, c'est clair. Et d'où l'explication pourquoi le propriétaire de la voiture a été d'abord interpellé et qu'après on a essayé de trouver une entourloupe pour le faire passer comme témoin et non plus comme suspect. C'est très gros. Et aujourd'hui on n'en parle pas. Et je suis toujours en attente des funérailles nationales. Parce que moi je trouve que quand il y a un tel drame qui se passe, partout on organise des funérailles nationales. Il y a un Belge qui est mort. Pourquoi on n'a pas fait de funérailles nationales? S'il est vraiment mort. Et ça, il faut qu'on m'explique. Moi j'aurais bien aimé aller à ces funérailles. N'importe qui aurait pu aller. Le Di Rupo, il aurait aimé y aller aussi. Et Pleurnichet, avec ça qui passe sur la tête, il l'aurait fait. Mais moi, j'attends, mais il n'y a jamais eu. Bizarre. Et les autres corps, ils ont été rapatriés dans les 24 heures. Ah, c'est comme dans l'affaire Mera, quoi. Pas d'autopsie, rien. Mais non. Le droit est oublié parce qu'il me semble qu'en matière criminelle, il y a une autopsie obligatoire. En tout cas, en France, quand il y a un... ils l'ont fait très très vite, hein. Alors, très très vite. Mais bon, c'est étonnant. Donc, voilà, on va encore faire passer pour un conspirationniste et autres. Je trouve ça tout simplement très particulier. Ce n'est pas logique. Il faut qu'on m'explique. C'est surtout cette histoire de funérailles nationales et ce rapatriement en express des corps qui, dans une affaire d'une telle importance criminelle, ne me semble pas logique. Voilà. Bon, maintenant, je sais bien il fallait nuire absolument à Debout les Belges. Je suis content malgré tout du travail qu'on a fait avec Debout les Belges, hein, parce qu'on a vraiment bousculé le système. Je termine avec 13 000 voix de préférence à titre personnel dans le Hainaut, ce qui me donne le 7e meilleur score. Je ne suis pas élu alors qu'il y a 18 élus. Ça montre bien que le système démocratique, pseudo-démocratique belge n'en est pas un et que ces élections, finalement, on peut voter autant qu'on veut. Ça ne changera rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire en sorte que Debout les Belges ne soit plus un mouvement politique en tant que tel, mais un mouvement d'éveil et d'information de la population. D'accord. Donc justement, alors tu vas transformer en fait cette énergie, j'ai envie de dire, de Debout les Belges alors tu vas nous expliquer une espèce d'organisation qui va avoir un objectif d'éveil, de conscience, de réinformation, etc., quoi. Mais c'est le plus gros déficit en fait que les citoyens ont, c'est un manque d'information flagrant. Puisque malheureusement en Belgique, ils sont encore nombreux à 19h de s'installer devant la télévision et d'allumer le journal télévisé d'RTL TV ou de la RTBF et d'être abreuvés de mensonges et de reportages tout à fait merdiques. Par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, tous les jours, hein, je te jure, tous les jours sur RTL TV, on nous montre les 4 mêmes Israéliens, toujours les mêmes, des filles là, qui courent, soit bien à l'occidental, donc forcément ça marche pour les Belges, qui courent pour aller se réfugier dans des abris quelconques, sous peur de voir tomber des roquettes du Hamas. Voilà. Tout ça n'est pas anodin. Le marketing est particulièrement bien mis en œuvre. Et forcément, on montre des jeunes filles habillées comme nous. Donc, il y a un sentiment de sympathie qui naît d'office dans la tête de ceux qui regardent les informations et qui ne se posent pas de questions. Et après, on montre ce qui se passe à Gaza. Et là, on voit des gens tout à fait différents de nous. Donc, on fait en sorte d'orienter l'imagination de la population et l'esprit de la population vers un soutien massif à ceux qui sont comme nous. Parce qu'on est toujours plus proche de ceux qui nous ressemblent. C'est logique en quelque sorte. Et donc voilà ce qui est en train de jouer. Et moi je voudrais transformer cette logique-là et éveiller la population. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Il faut des moyens. Ouais. Il faut des moyens et il faut dépasser un certain stade. Parce qu'eux, ils ont tout. Ils ont l'argent.
Ils ont les journaux télévisés, ils ont les chaînes de télévision, ils ont même les clubs de football maintenant. Ils ont tout. Et nous, on n'a rien. Et on doit continuer à travailler avec des bouts de ficelle. Et on doit combattre ce système tout puissant qui nous opprime. À un moment donné, non. Il faut qu'on se rende compte. Et ça, à la limite, c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en ai ras-le-bol qu'entre dissidents, on se critique les uns les autres. J'en ai ras-le-bol que chacun prêche pour sa petite chapelle. Moi, j'ai pas envie d'être le roi de rien. Je préfère m'unir avec quelqu'un pour réussir quelque chose de grand. Mais vivoter et tout simplement avoir une aura parce que je reste tout seul et que je veux absolument avoir la lumière sur moi, alors que je ne fais rien au quotidien, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, je constate depuis 2 mois que les élections sont terminées, c'est que j'ai essayé de trouver à droite à gauche des bonnes volontés. Essayer de savoir, tiens, qui peut travailler dans tel ou tel projet, qui peut décider de perdre peut-être un peu d'autonomie, c'est vrai, pour travailler dans un projet plus global. Malheureusement, tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut travailler tout seul, tout le monde veut ne plus avoir de patron. Oui, mais à un moment donné, eux, ils ont un patron qui dirige, et puis il y a bien entendu tout un organigramme qui existe, et le projet est mis en œuvre comme ça. Et nous, on veut mener ce combat de manière totalement désorganisée. Mais la guerre, elle est perdue d'avance. S'il n'y a pas un minimum de stratégie au combat, toutes les guerres sont perdues sans stratégie. Il faut de l'unité, de la stratégie. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que la dissidence, ça doit être l'union de la différence. On est tous différents. On a tous des idées différentes sur plein de choses. Mais voyons d'abord ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est de lutter contre ce pouvoir de merde qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de droit, qu'on n'a même pas le droit de parler, qu'on n'a même pas le droit de porter un t-shirt avec un ananas. Donc voilà ce contre quoi il faut se battre. Et derrière ce projet, on doit tous être unis. Et moi, je constate aujourd'hui qu'on passe son temps à vouloir protéger sa petite chapelle et à ne pas vouloir s'ouvrir aux autres pour vraiment mettre sur pied un mouvement global. On critique tout. Dieudonné va lancer une assurance, hop, on critique, parce que Dieudonné va faire de l'argent. Mais sans argent, on ne fait rien. Il faut que les gens comprennent ça. J'organise une conférence sur la Palestine le 26 juillet à Paris. Il y en a qui crient au scandale parce qu'on demande 5 €. Mais 5 € pourquoi? 5 € pour acheter du matériel aussi informatique et audiovisuel pour pouvoir développer une dissidence en Belgique. Mais si les gens ne sont même pas prêts à contribuer à 5 € pour développer la dissidence en Belgique, mais faisons nos valises et rentrons chez nous coucher, on perd son temps ici. C'est ça que je veux absolument dire. Il faut se rendre compte que sans argent, on ne fait rien. On a beau ne pas aimer l'argent, on a beau ne pas aimer le système, si on n'a pas d'argent, on ne fait rien du tout. Parce que ça, c'est une critique qui est faite souvent à certains organismes de la dissidence, qu'on accuse un peu d'avoir une attitude comme ça, un peu presque capitaliste. Je prends, allez, on va citer au hasard, mais même Égalité Réconciliation, qui monte un modèle économique bien particulier. Et beaucoup de gens disent, ah bah oui, ou même pour Dieudonné, qu'on dit, ah bah, ce sont des gens qui font beaucoup d'argent finalement, qui sont des boutiquiers, quoi, et que la résistance, c'est dire un peu comme si on vendait des lessives ou des chaussures, et puis bon, bah, nous, on vend de la résistance. Tu penses que c'est fondé comme critique, ou justement, toi, tu dis non, c'est l'inverse? Non, moi, je ne trouve pas que c'est fondé. Tout mouvement qui se respecte a besoin de moyens financiers pour vivre et pour développer des actions d'envergure. Alors, c'est facile d'organiser des petites manifestations de 50 personnes à droite et à gauche. Ça ne demande pas d'argent, mais ça rapporte quoi? À part se faire passer pour des cons par les autorités. Parce que quand on organise une manifestation pour la Palestine et qu'on se retrouve à 50 à Bruxelles, on se fait passer pour des cons. Hein. Ça montre, c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est mettre sur pied des opérations d'envergure. Mais pour mettre sur pied des opérations d'envergure, il faut des moyens financiers. Par exemple, j'essaye de mettre sur pied un lobby anti-sioniste, anti-mondialiste, anti-néocolonialiste, enfin anti-tout ce que vous voulez, un lobby de la dissidence, parce que les lobbies sionistes, ils existent, les lobbies pharmaceutiques, ils existent. Si nous, on n'a pas un lobby pour défendre nos idées, qui va le faire? Eh bien, par exemple, avec ce lobby, ce que je voudrais faire, c'est boycotter, faire une grosse opération de boycottage du match de Coupe d'Europe
l'Euro qui se déroulera en France, entre la Belgique et Israël. La Belgique n'a pas à jouer un match de qualification pour le championnat d'Europe contre Israël. Depuis quand Israël est en Europe? C'est quoi cette connerie? Il y a déjà le Parlement juif européen. Hein, maintenant, à chaque fois qu'il y a les concours Eurovision, il y a Israël. D'ailleurs, ce qui nous amène, c'est jamais terrible. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore le match de football. Mais j'ai pas envie de jouer ce match-là. Pourquoi on doit jouer contre ça? Pas qu'on a peur d'eux, ils sont nuls. On sait bien qu'on va les battre à plat de couture. C'est pas qu'on a peur d'eux, mais c'est que simplement, c'est tout à fait surréaliste. C'est comme si demain, on remet la République démocratique du Congo dans les matchs de qualification de la Coupe d'Europe. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, mais pour ça, pour mener une action d'envergure qui rapporte quelque chose, qui a un impact, ben, il faut des moyens financiers, il faut faire de la publicité, il faut faire des clips vidéo qu'on peut faire tourner sur les réseaux sociaux, il faut mettre sur pied l'action le jour même du match, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ce sont des choses qui demandent un minimum de moyens, et aussi des personnes de bonne volonté. Et ce que je constate, et on l'a constaté dans la mise en œuvre de Meta TV Belgique, hein, et c'est pour ça que moi-même, je n'y suis pas totalement associé à 300%, c'est parce que je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas travailler avec Meta TV Belgique parce qu'il y aura Laurent Louis. Il y a des gens qui ne voudront pas venir parler sur Meta TV Belgique parce que ce serait développé par, je ne sais quoi, moi, quelqu'un qu'on considère encore comme un extrémiste ou quoi que ce soit. Voilà où on en est. Mais c'est quoi ce système? C'est stupide. C'est la meilleure manière de ne jamais réussir à faire quoi que ce soit. Donc non, il y a des dérives comme toujours. Je crois que les kits de survie à 200 €, bon, c'est un peu... Ça c'est pour Pierrot. Bon, 400 €, bon, ben, c'est un peu cher, voilà, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, s'il y en a qui l'achètent, finalement. Le tout est toujours savoir ce que l'on fait avec cet argent. Si c'est uniquement pour se payer une Rolex, comme certains dissidents l'ont fait, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin. C'est un peu recréer un contre-système, alors qu'on prétend se battre contre un système, mais on reprend des codes et des machins et on refait la même chose. Quoi, voilà. Maintenant, si c'est pour développer concrètement la dissidence, j'applaudis. Heureusement, et on devrait d'ailleurs tous y participer. Parce que je pense au mouvement de Boulet Belge. Nous n'avions rien pour faire la campagne électorale. Si nous avions tous donné 1 €, 5 € pour le mouvement, on aurait pu faire une meilleure campagne que ce que nous avons fait. Mais dès qu'on demande quelque chose, c'est comme si on allait voler l'argent. Mais c'est pas pour nous. C'est pour développer le mouvement. Tout coûte. On veut faire des t-shirts, ça coûte. C'est pas gratuit. Et puis si on veut les vendre, il faut encore les vendre le moins cher possible. Oui, mais à un moment donné, vous voyez, c'est ça que je comprends, qu'il faut que les gens comprennent. On peut être un opposant au système, tout en utilisant ce système et les moyens qu'il utilise pour le combattre. Moi, je préfère 1000 fois qu'on voit un match de foot à la télévision et que tout le monde le regarde et qu'il y ait un joueur de foot connu qui, lorsqu'il marque son but, fait une quenelle ou me retire son maillot pour avoir un t-shirt Free Palestine. Ça, pour moi, c'est le jackpot. Parce que ce sont des millions et des millions de personnes qui verront ce qui est inscrit sur son t-shirt. Et c'est ce que nous devons faire si on veut vraiment dépasser un stade. Pour le moment, c'est bien. On est entre nous. On est quelques millions dans la francophonie. C'est bien. Mais soit on décide de rester là, soit on va plus loin. Et on essaye de convertir à nos thèses l'ensemble de la population. Parce que si on veut vraiment un changement, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je salue toutes les initiatives, tout est bon. C'est toujours bon, mais il faut faire attention à ce que l'on fait quand on organise une action pour que, franchement, ce soit bien compris et que ça ne tourne pas, que ce n'est pas un effet contre-productif. Parce que justement, ce que je voulais te demander, dans la dissidence, tu as bien fait de le préciser, que justement, il y a des gens, on va dire qu'il y a des couacs des fois. Alors j'ai lu moi récemment sur Facebook un statut à toi où tu critiquais un peu Alain Soral, enfin tu émettais en fait un doute sur son engagement vis-à-vis de Marine Le Pen, parce que toi tu es très critique vis-à-vis du Front National. Et puis il y a eu, on le sait, une montée tout de suite de commentaires, etc. Enfin bon, on connaît comment ça s'enflamme très très vite sur Internet. Donc
t'as refait un autre statut, je veux dire, réexplicatif, en expliquant bien, puisqu'il y a eu entre-temps, il faut dire qu'on a notre troll de compétition préféré qui nous a sorti une vidéo pour dire que c'était le... Voilà. Donc, est-ce qu'on a le droit, justement, dans la dissidence, c'est quoi l'équilibre, justement, entre pouvoir échanger, se critiquer, sans avoir à avoir les foudres tout de suite de la chapelle d'en face, c'est possible? C'est un problème d'état d'esprit. Il faut qu'on accepte la critique. Alain Soral n'est pas mon maître. Alain Soral n'est pas mon Dieu. J'apprécie beaucoup Alain Soral pour tout ce qu'il fait. Je suis conscient qu'il a fait un travail énorme et qu'il continue à le faire. Dans son style à lui. C'est quand même le... je ne suis pas Alain Soral. C'est pas mon style. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais je ne crois pas qu'on sera les meilleurs amis du monde demain. Et alors on s'en tape. J'ai pas besoin de partir en vacances avec lui. Ce que j'ai besoin, c'est de travailler main dans la main avec lui pour renverser ce putain de pouvoir de merde. Pas de partir en vacances avec lui. On ne va pas être d'accord sur tout. Je serais beaucoup plus d'accord sur tout avec Dieudonné. Mais alors, j'ai quand même le droit de dire sur un point. Un point. C'est pas beaucoup. Un point. Que j'estime qu'il est dangereux aujourd'hui d'encourager en France de soutenir le Front National de Marine Le Pen. On soutiendrait le Front National de Jean-Marie Le Pen. J'aurais encore rien à dire. Parce que j'admire beaucoup cet homme-là pour franchement son éloquence. Et au moins, lui n'a jamais changé un iota à sa ligne politique. Il est toujours resté très clair. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'ait pas peur, contrairement à sa fille qui lèche les bottes, de lui dire qu'il est prêt à cracher à la gueule des puissants. Voilà, ça, c'est une attitude de dissident. Dissident, c'est pas aller faire ami-ami avec des gens qui nous oppriment. C'est pas ça être dissident. Marine Le Pen n'a rien à dissident. Elle n'est même pas dissidente du dimanche. Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le Front National, pour moi, est vraiment utilisé par le système politique qui a montré toutes ses faiblesses et ses errements. Et il n'y a pas d'alternative à l'UMPS aujourd'hui. Donc il faut bien en trouver une. Le système, il doit bien se protéger. Il ne va pas laisser arriver au pouvoir quelqu'un qui va surfer sur ce sentiment de rejet qu'ont les Français pour les politiciens traditionnels et demain faire élire un dissident à la présidence de la France. Donc ils doivent bien trouver quelqu'un pour prendre cette place. Et cette personne, c'est Marine Le Pen. Pourquoi elle et pas son père? Parce que son père, il n'était pas soumis, mais qu'elle, elle est totalement soumise. Elle va même lécher les bottes des sionistes. Donc forcément, je ne vais pas encourager les Français à voter pour ça. C'est totalement irresponsable. Et d'ailleurs, quand on connaît le système politique, lorsqu'on est un véritable dissident, il est difficile de dire on va soutenir tel ou tel mouvement politique. Le Front National, c'est pas Debout les Belges. Le Front National, c'est pas un mouvement qui est né sur l'impulsion et à la demande de citoyens. Le Front National, c'est un parti politique avec une hiérarchie. C'est un parti qui existe depuis 40 ans. C'est pas un truc qui est sorti comme ça de l'esprit populaire. Le Front National, ça fait partie du système. Et s'il n'en faisait pas partie, ça ferait déjà bien longtemps qu'on l'aurait déjà supprimé. Donc c'est évident que je ne peux pas soutenir ça. Et on en a discuté avec plusieurs membres de la dissidence et on est tous d'accord. Il ne faut pas encourager les Français à voter pour le Front National. Et d'ailleurs, Dieudonné l'a très bien dit dans une de ses dernières vidéos. Je pense que c'est très clair. Maintenant, voilà, on n'est pas d'accord sur un point avec Soral, c'est quand même pas dramatique. J'aime beaucoup Alain Soral, il est très bien. Il œuvre comme il peut. Je fais, moi, ce que je peux aussi, mais de grâce, c'est pas parce que je vais le critiquer une fois, sur un point, que directement on a des ennemis. Hein. Il m'a fait passer dans une de ses vidéos pour un petit député qui courait après lui pour enfin le rencontrer. Ben, ça va, j'en ai pas voulu pour autant. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de problème en soi. Je crois que les gens créent des problèmes. Voilà, ça s'enflamme beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on peut pas trop. Est-ce que aussi dans la dissidence, justement, il n'y a pas quand même des fois un peu un esprit sectaire où justement on ne peut pas se critiquer ou voilà, comme tu as dit, voilà, tu émets une réserve, etc. Ce qui n'enlève rien, voilà, c'est à la reconnaissance que tu peux avoir du travail de la personne, mais le fait d'émettre une réserve, c'est même pas permis. C'est pas permis, non. Et je le constate, ça, il y a beaucoup d'intolérance. Hein. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de culte de la personnalité. Ouais, et il y a beaucoup de fans, beaucoup de supporters. Il y en a certains qui supportent Soral, Dieudonné ou même moi-même, comme si on était une équipe de football.
Et dit, après on va se taper sur la gueule les uns les autres, alors que franchement on a la même passion. On a la même passion, donc ça sert à rien. C'est comme DLR et l'UPR. C'est ridicule. C'est ridicule. Hein, je comprends pas, ils défendent les mêmes points de vue presque, et ils se tapent sur la gueule l'un de l'autre en permanence. Ça, c'est ce que nos opposants ne font pas. UMPS sont toujours d'accord entre eux. Et donc nous, si on avait voulu créer un mouvement où on devait suivre des règles très, très définies au départ et suivre une idéologie, bon, on se serait inscrit à l'UMP, au PS ou au MR ici en Belgique. On aurait eu un programme et voilà, on aurait fermé notre gueule. Mais on a décidé d'être dissident. Donc ça veut dire qu'on a décidé d'être libre de penser ce qu'on voulait et libre de le dire. Oui. Donc forcément, c'est un non-sens de dire qu'on ne peut pas être d'accord avec telle ou telle personne. C'est logique qu'on ne va pas être d'accord sur tout. C'est bien. C'est ça la dissident. La liberté de penser, la liberté d'être différent. J'applaudis, moi. Je trouve ça super. Moi, j'aime tout le monde dans la dissident. Dieudonné, Soral, Salim Laïbi, Joel Corbeau, Marion Sigaud, Jacob Cohen. J'aime tout le monde. J'ai des problèmes avec personne. Je vois pas pourquoi on doit se taper les uns sur les autres, ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'on est dans le même camp finalement, voilà. Ah oui. Ah ouais, moi je préfère garder mes forces pour taper sur Hollande et compagnie. Ouais. Alors je voulais te demander aussi, alors Debout les Belges, j'ai appris que voilà, il y avait des gens qui étaient partis, il y a eu des dissensions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il y avait ça a permis de faire le ménage finalement, l'élection, on peut dire, ou c'est quoi bon, ça je m'y attendais, c'est normal. Ouais. Quand on crée un mouvement politique, et c'est pour ça que moi je ne voulais pas en créer un mouvement politique, hein. J'avais déjà vécu mes expériences dans des mouvements politiques par le passé, et je savais très bien ce que c'était. Maintenant, il y avait une demande de citoyens pour que je me présente aux élections et pour qu'il y ait une alternative au système. Donc on a mis sur pied Debout les Belges. Mais forcément, quand on crée un mouvement politique, on a les longues dents qui arrivent, comme on dit chez nous. Hein. Ce sont les arrivistes, les opportunistes, et ceux qui, directement, quand ils voient un nouveau parti, directement, ils voient, possibilité d'être député, 6 000 € par mois, jackpot, je viens. Il y en a eu beaucoup. Et comme d'habitude, les traites, les espions. Moi, j'avoue, j'ai totalement délaissé ça. Durant la campagne électorale, je ne m'en suis pas occupé, j'ai laissé les gens se débrouiller dans leur caca. Parce que j'estime que mon combat, il est au-dessus de ça. Je ne veux pas mettre sur pied un mouvement pour devoir m'occuper des problèmes que l'un rencontre avec l'autre, des problèmes de coucherie à droite à gauche, des problèmes entre les personnes. Ça ne m'intéresse pas. Mon combat, je ne suis pas là pour être danseuse étoile, je suis là pour aller au front. C'est ça mon but. Les problèmes personnels, je m'en tape. Maintenant, c'est terminé. Bon il n'y a pas d'élus, donc forcément, les prochaines élections, c'est dans 5 ans. On se bouscule moi au portillon, c'est clair, pour faire du bénévolat. Ça, c'est logique, mais je le savais bien. Moi, ce que j'attends simplement, c'est qu'au final, les vrais de vrais, ceux qui ont vraiment la fibre dissidente, ils vont continuer le travail, ils vont continuer le combat. C'est tout ce qui compte. Alors c'est vrai que pour le moment, j'ai laissé un peu reposer les choses parce que, de un, après les élections, on était particulièrement fatigués. Ouais. C'est très très éprouvant. Il fallait qu'on se retrouve tous auprès des nôtres, dans nos familles. C'est important, on les a beaucoup délaissés durant la campagne. Moi, de mon côté, j'ai mis ces 2 mois à profit, non pas pour me reposer, mais pour écrire mon livre. Ah oui, parce que tu écris un livre. Qui est terminé. Ah, il est terminé. J'ai terminé aujourd'hui, juste avant. Ah, d'accord. Ah. Donc c'est vrai que, bon, ça c'est important. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de dire qui je suis vraiment. Et je pense que dans ce livre, les lecteurs pourront le découvrir. Je me livre totalement. D'accord. J'explique d'où je viens, qui je suis, ce que je pense réellement de plein de sujets. Bien évidemment, j'évoque tout mon parcours politique, j'évoque mon travail, et ça permet, je crois, d'en savoir plus sur celui que je suis. Et comme tout le monde dit que je suis un con, je prouve que les cons, ils peuvent même écrire des livres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des questions. Don Kennedy dit, si Rand, Soral et tous les autres éveiller les consciences, c'est bien, mais si on attend que la masse se réveille, nous allons attendre longtemps. Alors moi aussi, je remercie Soral pour tout ce qu'il m'a appris. D'ailleurs, la plupart de mes livres viennent de contre-culture. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il a fait un gros boulot de réinformation avec Contre-Culture, Alain Soral. Hein. Ah, c'est clair, ça. C'est un énorme travail. Nous devons tous travailler dans ce sens-là et unir tous les talents que nous avons dans la dissidence. On a des talents énormes et on y travaille. Je ne le dirai pas ici parce que voilà, il n'y a encore rien de concret, mais on y travaille réellement. Alors il y a, t'imagines bien des gens qui, alors il y a par exemple Dominique, ça c'est quelqu'un qui doit faire partie anciennement du mouvement, parce qu'elle me dit, Laurent Louis, j'ai tout fait pour le parti de Boulay-Belge dans ma commune de Huy. Malgré la défaite, j'ai trouvé le fait que vous arrêtiez le mouvement dès le lendemain de la défaite assez insultant. Le fait est que j'ai compris que d'avoir perdu, c'est aussi perdre votre moyen de subsistance. Et vous, comme moi, vous êtes tenu par le fait que tout le monde doit bouffer. C'est pour ça que je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour aider la Wallonie à travers vous. J'ai essayé de vous joindre, mais aucune réponse. Alors dites-moi comment. Voilà, c'est Dominique, je sais pas. Je n'ai jamais mis un terme au mouvement le lendemain des élections. Ça, c'est le bruit qui a couru. Alors, ça, une légende urbaine. Parce que moi aussi, on me l'a dit. Hein. Je n'ai pas vu de communiqué officiel, mais c'est le grand bruit qui a couru le lendemain des élections. Me dit, Laurent Louis, il lâche tout, il arrête tout, il met... C'est peut-être ce que les gens voudraient bien. Limite, on me disait, il partait en ermite, faire pêcheur au Maroc, quoi. Ça ira et c'est terminé. Mais je pense que c'est ce que les gens ont envie. Certaines personnes ont envie de ça. Les médias ont envie de ça. C'est vrai que certains médias ont véhiculé cette information qui est totalement fausse. Totalement fausse. Je l'ai mis sur le site internet de Debout les Belges au lendemain des élections. J'ai dit que Debout les Belges cessait d'être un mouvement politique pour se transformer en mouvement d'éveil et d'information de la population. Est-ce que ça veut dire que Debout les Belges s'arrête ? Non. On est dans une période où il n'y a pas d'élection avant 5 ans. Je vais faire quoi ? Moi, je ne fais pas de la politique sur mon fauteuil. Désolé, moi la politique je la faisais au Parlement. Je ne vais pas me faire passer pour un con maintenant pour commencer à continuer à faire de la politique alors que la vraie politique elle se fait dans le Parlement. On me rirait au nez. Alors j'ai trouvé une astuce pour le faire et pour continuer à le faire, mais d'une autre manière. Par exemple, l'éveil de l'information, ça va passer par des petites séquences où je vais continuer à interpeller le monde politique. J'aime bien faire des petits discours, des petites interventions, j'aime bien les clasher, je vais continuer à le faire. De toute façon, j'avais quand même pas de réponse quand j'étais député. Donc ici, qu'ils ne me répondent pas, je m'en tape. C'est leurs actes qui prouveront de toute façon, qui donneront leurs réponses. C'est tout. Je vais aussi mettre sur pied un journal télévisé où je vais commenter l'actualité. Je vais informer les Belges de ce qui se passe. Pas tout de suite, je vais le faire à la rentrée. Mais pour le faire à la rentrée, il faut avoir de bonne volonté. Il faut que des personnes viennent avec moi pour m'aider, pour le matériel, pour le montage, pour la réalisation d'un jingle, pour le JT. J'aime bien quelque chose dans le style d'envoyé spécial, là, avec des images qui succèdent, et puis, je sais pas, Debout les Belges. J'aime bien ce genre de truc, avec une petite musique qui bouge un peu. Je trouve ça bien. Mais il faut que je trouve quelqu'un pour le mettre en œuvre. Donc moi, je lance un appel à toutes les bonnes volontés. Debout les Belges n'est pas mort. Mais si les gens s'attendent à ce que Debout les Belges, ce soit que moi, tout seul, que je sois le seul à prendre les coups et à être au front, et que je fasse tout, ben non, ça n'ira pas. Moi, je n'ai rien. Bon, j'essaye pour le moment de développer ce fameux projet de lobby. J'ai réalisé un projet chiffré. J'ai été le proposer à certaines organisations, à certaines personnes. Je ne dirai pas où ni à qui. J'essaye, bien entendu, d'avoir du financement. Si le mécène n'arrive pas, il faudra bien à un moment donné se poser des questions. Est-ce que la dissidence a vocation à continuer ? Parce que si personne ne veut qu'elle continue et que personne ne veut y mettre les moyens, à un moment donné, on va continuer à vivoter. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Quand j'ai été élu député, j'ai fait mon travail comme n'importe quel autre député d'un grand parti alors que j'étais tout seul. Toutes les semaines, je suis intervenu, j'ai fait des propositions de loi. J'ai organisé avec Debout les Belges des meetings qui étaient dignes des plus grands partis politiques belges. Même mieux. Parce que chez eux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a juste un con qui vient parler et qui sera intelligent. Chez nous, il y avait plein de personnes qui pouvaient intervenir, il y avait de la musique, il y avait des rappeurs, il y avait de l'information, il y avait de la culture au moins. Mais voilà, il faut à un moment donné faire les choses le mieux possible. C'est vrai, avec des moyens le plus limités possible, mais essayer de tendre vers la perfection. C'est ce que j'essaye de faire. Ça prend un peu de temps. T'es un peu, alors justement en Belgique, on a le sentiment que t'es quand même vachement seul, esselé. Voilà, toi t'as montré, comme je disais tout à l'heure, la voie, t'es devenu incontournable, mais on a du mal à voir émerger encore une deuxième tête, ou voilà, enfin c'est...
J'ai l'impression qu'on te sent vachement isolé quand même. Alors, tu as réussi à réunir beaucoup de gens, heureusement, mais on ne voit pas d'autres mouvements émerger, même en Belgique, à part le Debout les Belges. Non, je pense qu'il n'y a pas de courage de toute façon. Hein. Et puis, les gens ont vu ce qui m'est arrivé. Je ne pense pas que ça va donner envie à beaucoup d'autres personnes de se lancer dans le combat. Ouais. Je rappelle quand même 8 mois de prison avec sursis pour une insulte. J'ai vu ce qui s'est passé en France avec... Et Taubira, prison ferme. Pour une insulte aussi. Moi j'aimais bien le dessin, je trouvais qu'il était bien fait. Oui, mais bon, voilà, c'était gentil. On n'a plus le droit maintenant. On n'a plus le droit, mais c'était gentil. Oui. Je veux dire, il y a des criminels, des violeurs qui n'ont même pas 9 mois de prison ferme. Oui. Dieudonné se fait traiter de singe, ça ne dérange personne. Non, ça c'est pas grave. Mais moi aussi j'ai une de mes candidates quand j'étais président du MLD, avant le Debout les Belges. C'était une candidate d'origine congolaise qui était tête de liste du côté de Liège. Oui. Plein d'internautes l'avaient aussi déguisé en singe. Personne ne s'en est inquiété, hein. Tout le monde a laissé faire. Hein. Oui, d'accord. Donc je vois 2 poids, 2 mesures. Quand on est ministre, garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, forcément, la sanction est plus forte. Donc toi, tu as été condamné 8 mois avec sursis donc pour les insultes à dire ou pas. 8 mois avec sursis, avec un sursis probatoire de 5 ans. Hein. Comme ça, je dois me taire jusqu'aux prochaines élections, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique, 5 ans. C'est-à-dire, en gros, si tu fais, un truc qui va hors la loi pendant les 5 ans, on te met les jours de prison, quoi. En gros, c'est ça. C'est une espèce d'épée de Damoclès. Pas totalement, c'est pour me réduire au silence. Donc, bien entendu, on a interjeté appel et on verra bien ce que la Cour d'appel décidera. Je me demande à quel rythme elle va décider, puisque j'ai eu un procès express en 6 mois, alors qu'en Belgique, normalement... 2 ans, on peut déjà être très content. On peut être content, d'accord. Donc moi, j'ai eu un régime de préférence, mais bon, voilà. Ouais, avec le Premier ministre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Question qui fâche. Suite à son échec politique, compte-t-il réorienter son action en mettant à second plan le projet de gouvernance mondiale, mais plus faire des conférences avec Gouget, Lartigot, etc., avec des gens qui te touche directement. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est ce que tu as expliqué. En gros, tout à fait ça, le projet de... Et tu vas faire des conférences aussi, etc. Oui, mais tu commences attention, on ne peut pas faire de conférences à Bruxelles. Si je fais une conférence, elle est interdite. J'ai déjà dépensé et perdu des milliers d'euros dans l'organisation de meetings et de conférences qui ont toujours été interdits. Donc je ne peux pas, si j'organise, par exemple, cette conférence sur la Palestine à Paris, c'est pas pour mon bon plaisir, c'est pas parce que j'aime bien faire la route vers Paris, c'est parce que j'ai pas le choix. Si je l'organise ici avec Dieudonné, Jacob Cohen et Marion Sigaud, ce sera interdit. Mais c'est dingue, on en parlait tous les deux. Il est plus difficile d'organiser ce genre d'événements en Belgique qu'en France. Oui. La Belgique est plus tenue encore que la France, finalement. Mais totalement. Totalement. Vous avez beaucoup plus de liberté, quoi que vous en pensiez. Ouais, il y a beaucoup plus de liberté. Nous avons le droit de rien dire ici, de rien faire. C'est pour ça que je dis que tant que nous n'avons pas un espace à nous qui permet d'organiser des conférences sans qu'on demande l'autorisation à personne, on ne saura rien faire. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut du financement. Parce que pour faire une salle de conférence, je ne vais pas faire une salle dans 50 mètres carrés et inviter 50 personnes. Qu'est-ce que ça aura comme impact, ce genre de conférence? Rien du tout. Donc il faut une salle convenable. Ça demande de l'argent. Il faut louer ces endroits. Mais il faut qu'on les loue à notre nom, de manière totale, comme Dieudonné le fait avec le Théâtre de la Main-d'Œuvre. Ouais. Mais on a une chance d'avoir un espace comme le Théâtre de la Main-d'Œuvre, profitons-en. Je ne pense pas que Dieudonné pose problème pour mettre la salle à disposition. Donc j'essaye d'en profiter parce que voilà, on travaille tous ensemble. Nous allons dans le même sens. Donc je trouve ça... Alors ça aussi, ton on va dire, allez, comment je pourrais dire, ton engagement avec Dieudonné, tu es très fidèle à Dieudonné. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, Dieudonné. Enfin, je l'entends, voilà, souvent que tu le cites, c'est quelqu'un qui fait référence quand même. Ah, c'est clair qu'en termes de dissidents, je suis désolé, mais qui remplit des zéniths de 6000 personnes? C'est évident. Dieudonné est la personne aujourd'hui la plus à même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui qui est la plus à même, il a gagné son combat, c'est lui qui a le public. Le public, il est là. Donc c'est clair que c'est lui qui doit faire passer notre message en priorité. C'est certain. C'est pas une question d'amitié personnelle, c'est de l'objectivité et de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas Moalek qui défend la dissidence. Hein? C'est pas Moalek qui a tenu le public. Donc c'est Dieudonné. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et aussi parce que sans lui, j'aurais continué pendant 1 an à faire le pitre
au sein du Parlement belge et à totalement parler dans le vide parce que personne ne m'écoutait et que les citoyens belges ne voulaient pas écouter ce que j'avais à leur dire. C'est Dieudonné qui m'a donné une certaine reconnaissance et moi je suis quelqu'un d'honnête, je reconnais ce qu'on peut faire pour moi. Sans Dieudonné, aujourd'hui je serais encore nulle part. Donc merci à Dieudonné pour sa quenelle d'or en 2013, parce que cette quenelle a vraiment été le déclencheur de tout ce qu'on a connu par la suite, de tout ce mouvement en Belgique autour de moi et de la création de Debout les Belges. Sans cette quenelle d'or, il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais, c'est ça qui a tout déclenché, quoi. Oui, parce que mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Un Belge ne peut être connu qu'avec un passage en France. Ouais, c'est ce que tu avais dit, je me rappelle, au congrès de la dissidence. C'est logique, c'est logique. Ouais. Que le succès de la Belge, ça passe toujours par la France. Ah oui, on ne connaît pas les... Et d'ailleurs, ça se confirme parce que à chaque fois, on pense l'inverse, on croit que c'est un Belge qui est connu en Belgique et qui finalement est connu en France. Mais en fait, non, il se fait connaître en France et après, il est connu en Belgique. C'est ça. Tout à fait. Donc moi, voilà, je suis comme ça. J'ai pas de Dieu. Je reconnais simplement le travail de chacun. Et aujourd'hui, on a Dieudonné, c'est une bombe atomique. Il peut nous faire passer un message incroyable et toucher énormément de personnes. C'est la force de la dissidence, c'est le moteur aujourd'hui de la dissidence. Ceux qui ne comprennent pas et qui croient qu'il est juste là pour faire du pognon, voilà. Ouais, ben ça c'est ce que... Attends, t'as vu des quel questions? est mon talent? Ben rien, je suis nul, je suis un con. Je tiens à le dire, je suis un con. J'ai montré au Parlement, je ne savais pas réaliser de discours. Et parce que ça aussi, j'ai envie d'une fois clasher ces gens qui m'emmerdent à longueur de temps en me faisant passer pour un con et un débile mental. Ces gens qui sont derrière leur clavier, derrière leur ordinateur, n'ont rien foutu pour la dissidence. Ils n'ont rien fait. Le seul courage qu'ils ont, c'est d'aller écrire une connerie, une saloperie sur Internet. Et ils essayent de te faire passer pour un con. Non, je suis désolé de les décevoir, je ne suis pas un con. Je ne leur montrerai pas mes bulletins scolaires, ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas un con, et je ne pense pas qu'un con puisse écrire un bouquin, je ne pense pas qu'un con puisse rédiger des discours tels que les discours que j'ai tenus devant le Parlement. Et donc j'en ai ras-le-bol de ces gens qui disent là, quel est mon talent? Ben rien. Emmerder le monde, ben c'est déjà pas mal. J'avoue, il y a pas mal de frontistes, on me dit sur le chat. Alors, c'est comme tu as chuté le Front National. Nous, on a tout, c'est ça le principe. Ah, oui. Alors là, comme tu as tapé sur le Front National, il y en a pas mal, ce sont quand même des adeptes du Front National, donc ils sont pas tout à fait d'accord. Mais je suis désolé, je comprends qu'en critiquant le Front National, je suis en train de faire perdre quelque peu espoir à tous ces Français qui croient encore que le Messie existe. Je suis désolé, mais moi je m'en fous, je suis pas français. Si vous avez envie de voter pour Marine Le Pen, ben, votez Marine Le Pen, vous verrez ce que c'est. Marine Le Pen, ça va être quoi? Ça va être quoi Marine Le Pen? C'est une politique anti-étranger, c'est une politique anti-islam. Oui, elle va dans le sens du choc de civilisation, quoi. Elle fait tout pour... Dès qu'il y a un problème, c'est le voile, c'est le halal, c'est les prières dans les rues, toutes les conneries que moi-même je disais auparavant lorsque j'étais membre du PP ou du MR, tous ces discours que l'on tient quand on fait partie du système. Et oui, j'ai fait partie du système, j'ai pas peur de le dire et j'ai pas de honte à ça. Au moins j'ai compris que j'en faisais partie et j'ai changé. Mais au moins, je comprends pas que des gens se disent dissidents, qui vont sur nos sites de la dissidence et qui se font encore berner par cet épouvantail qui est le Front National de Marine Le Pen. Je comprends pas, je m'inquiète de ça. Je me dis mais c'est pas possible, où est-ce qu'on en est? C'est censé être des gens éveillés. C'est censé être des gens qui ne pensent pas comme le système pense et ils tombent dans le panneau. De grâce, ne tombez pas dans ce panneau-là. Ils ont souvent, alors l'argument qui est donné, parce que moi j'ai déjà eu ces discussions aussi, on me dit souvent oui c'est la dernière chance. C'est-à-dire on a donné, on va dire sa chance à tous les partis, sauf au Front National, et il mériterait effectivement qu'on lui donne sa chance. Ça c'est comme ça que le défendent les adhérents souvent. Toi t'en penses quoi? Toi tu lui donneras Moi je pense qu'à partir du moment où on a frotté une fois la manche du système, on continue à la frotter parce que c'est très simple. On me dit, oui, Marine Le Pen, elle joue la comédie. Voilà, en gros, Elle joue la comédie, elle fait semblant d'être pro-sioniste, de taper sur les musulmans, mais finalement, elle adore les musulmans. Elle adore, elle va même peut-être porter le voile, elle a la mosquée, si elle pouvait le faire, elle le ferait. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'elle va changer. Elle va changer quand elle va être élue. Et bien, du jour au lendemain,
Elle va dire merde à tout le monde. Elle va dire merde à TF1, elle va dire merde à France 2, et elle va venir dire tout à fait le contraire de ce qu'elle a fait par le passé. Mais ça, c'est Hollande qui a déjà fait ça. Pourquoi on doit recommencer avec Marine Le Pen? Il y en a déjà un qui a fait ça. Il avait promis Monts et Merveilles, finalement il a enculé tout le monde. Donc on n'a pas besoin de Marine Le Pen. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'une fois qu'elle sera élue, à quoi elle va penser? À être réélue. Parce que dès qu'on est élu, on pense à sa réélection. Et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, parce que moi-même, j'ai pensé la même chose quand j'ai été élu en 2010 pour le Parti Populaire. Parce que directement qu'on est là, on se dit « Ouais, mais j'ai envie de continuer parce que j'aime bien ça. » En général, on fait de la politique, c'est parce qu'on aime la politique. Donc on n'a pas envie de changer de boulot. En gros. Donc Marine Le Pen, c'est la même chose. Elle va vouloir continuer à être présidente de la République. Pour ça, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir lécher les bottes de l'Europe. Parce que sinon, il y aura des sanctions contre la France. Et les Français ne vont pas être contents des sanctions de l'Europe. Donc ils vont voter contre Marine Le Pen qui les aura mis dans la merde. Même si c'est la solution, sortir de l'Europe, mais elle ne le fera pas. Non, elle le fera pas. Elle le dit pas. Alors, pareil au Front National, alors ça pareil, ils disent, oui, elle le dit pas, mais en fait, elle le veut, c'est caché, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu quand elle va arriver au pouvoir, ah oui, bah finalement, je vais sortir de l'Union Européenne. Mais personne ne s'est marqué nulle part. Ça, je n'y crois pas, c'est un conte de fées. Ouais. Et je suis triste qu'on se laisse encore berner aujourd'hui quand on est éveillé par des contes de fées qui ne tiennent pas la route. C'est aussi les actes qui comptent. Qu'est-ce qu'elle a fait comme acte de dissidence? Moi je demande, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a dénoncé tout ce que j'ai dénoncé au Parlement? Non, mais non, elle le fait exprès, elle va arriver au pouvoir, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est du n'importe quoi, non. Alors bah voilà, t'as tout de suite, voilà, on me le dit, c'est Silla qui me dit, je ne comprends pas cette haine contre le FM, vous, entre parenthèses, Laurent Louis, vous n'avez toujours pas compris que Marine est obligée de faire des concessions pour faire 50% plus une voix, c'est basique comme réflexion, et moi je suis adhérent au FN et je donne du fric à la dissidence, qui critique le FN en plus. Et après on me dit, vous préférez Asselineau, mais dites-moi, il n'a pas trempé dans le système. Ah non, moi je n'aime pas Asselineau, d'ailleurs il ne m'aime pas non plus. j'ai jamais bon, ça c'est dit. Je n'ai jamais dit, Asselineau n'a pas les couilles de me rencontrer. Parce qu'il estime que que si on se rencontre, ça va salir son image. Ah oui. Salir l'image de quelqu'un qui fait 1% aux élections, franchement, je ne sais pas en quoi ça va salir son image. C'est du n'importe quoi. Simplement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un énarque? Ouais. Il fait partie du système, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut... Et d'ailleurs, s'il était vraiment dissident, il accepterait de rencontrer tous les autres dissidents, de travailler main dans la main avec eux. On s'en fout de la mauvaise pub, on s'en fout d'avoir une mauvaise image, on n'en a rien à foutre. Il a aussi une mauvaise image, puisque moi je lis des articles sur lui, on le traite de conspirationniste. Ouais, mais enfin c'est léger, hein, je veux dire. Ouais. Alors justement, moi qui connais l'UPR un peu... Moi je m'en fous d'avoir une mauvaise image d'un système que je méprise. Ouais, mais dans l'UPR, ils disent justement, par exemple, je suis sûr, par exemple, sur un cas comme le tien, ils vont... Le raisonnement il va être le suivant, ils vont dire on ne rencontre pas Laurent Louis parce que comme on est déjà taxé de conspirationnisme et de etc et d'extrême droite etc, ça va rajouter. Voilà, c'est comme ça qu'il résonne à lui. Donc comme moi j'ai pas envie d'aller en prison, ben voilà, au revoir. Voilà, ça montre le courage, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, moi le Front National, j'ai pas une haine contre le Front National, j'ai simplement pas envie que les gens se fassent berner. Mais non, je m'en tape, moi de la France, c'est pas mon pays. Hein, finalement, faites ce que vous voulez. Chez nous, le FN, ils sont tous en prison, donc et le parti est interdit, n'existe plus tellement il n'y a eu que des magouilles. Ah oui, il y avait un équivalent du FN en Belgique. Il y avait un FN, oui. Ah oui, un front, ça s'appelait Front National. Front National, oui. D'accord, Front National belge. Ouais. Et c'est parti... ça n'existe plus. Ça existe plus. D'ailleurs, Marine Le Pen en a eu tellement marre de la mauvaise publicité de ces escrocs qu'elle a interdit le nom. Ah la fin. Donc, il n'y a même plus aucun mouvement en Belgique qui peut s'appeler Front National aujourd'hui. C'est interdit. D'accord. Alors, voilà. On en apprend alors. Qu'est-ce que... Faut que ça arrive en France, ouais. Je répète pour les gens. Non, bon bah tu vois tout de suite évidemment voilà il y a des tonnes de réactions. Oui mais moi j'ai pas la langue en poche. Ouais, bah non mais tu fais bien. Vous savez, moi j'ai essayé pendant plusieurs mois de rencontrer le plus de dissidents possible. Ouais. Pourquoi? Pour me faire ma propre idée des dissidents. C'est pour ça que j'ai rencontré Collomb. Michel Collomb. Ah, Michel Collomb, oui. Michel Collomb, cet escroc de la dissidence. Oh là. Bah oui,
Oui, je suis désolé, je n'ai pas de respect pour lui. Oui, c'est quelqu'un qui dit que la franc-maçonnerie n'existe pas. Ah oui, oui. Désolé, qui applaudit des deux mains la politique néocoloniale belge au Congo. Désolé. Quand on viole des femmes pour prendre l'uranium ou le coltan, moi j'applaudis pas si je suis dissident. Je dénonce. Mais M. Collomb, lui... Ah bon, il trouve ça bien, cette politique? Oui, il trouve qu'il n'y a pas de problème par rapport à la politique belge au Congo, qu'elle est très bien. Et que Joseph Kabila est un excellent président pour le Congo. Bah, déjà qu'il n'est pas congolais, c'est déjà problématique. Oui, c'est parce qu'il n'est pas congolais, c'est ce qu'on lui reproche. Bon, c'est un Rwandais. Voilà, et puis après toutes les attaques de Collomb contre moi et contre de Boulay-Belge durant la campagne électorale, une fois de plus, pourquoi? Parce que Collomb est avant tout un activiste politique. Il défend un parti politique, qui est le PTB, le Parti du Travail de Belgique. Alors comme Jean Bricmont, parce que j'ai eu une discussion avec Jean Bricmont quand il était invité à la Libre Antenne, on a parlé de toi, et c'est à peu près pareil, il m'a tenu un discours en me disant oui mais Laurent Louis va trop loin. Voilà, donc Jean Bricmont est pour la liberté d'expression, mais pas pour Laurent Louis. Donc il se présente comme le défenseur de la liberté d'expression, mais quand il s'agit de Laurent Louis dans son propre pays, il s'en branle. Voilà, ça c'est... Mais non, si on défend la liberté d'expression, on défend tous ceux qui sont censurés, qui sont victimes de cette censure. Il n'y a pas de liberté d'expression variable comme ça en fonction de la personne qui a ou non le droit de parler. Je ne comprends pas ça. Et moi, je n'ai rien contre ces personnes. Hein. Les juge simplement sur leurs actes. J'ai essayé de rencontrer Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi? Parce qu'elle était députée. Enfin, elle est députée et que je l'étais aussi. Et je m'étais dit, ben voilà, on est jeunes, ben autant essayer de jeter des ponts. Et je lui ai envoyé un mail en lui disant, voilà, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions du Front National. Ça n'empêche qu'on peut travailler ensemble sur certains projets. J'ai bien travaillé avec l'UMP pour faire passer en France le projet de loi sur l'interdiction des concours minimis. Aucun Français ne le sait, c'est ma proposition qui a été reprise par l'UMP. Parce qu'à l'époque, je collaborais avec l'UMP au sein du MLD. C'est ma proposition qui a été prise et qui a été transposée et déposée devant l'Assemblée nationale. Et elle a été votée. C'est la seule de mes propositions qui a été votée. À l'Assemblée nationale française, c'est énorme. C'est même pas en Belgique. Non, voilà. Donc je voulais faire la même chose avec Marion Maréchal Le Pen. J'ai essayé de la rencontrer, mais jamais possible. Ouais, vous voulez pas? C'est quoi? Oui, son appareil a dû lui dire non. M'a même pas répondu, mais tout simplement, je sais que le collaborateur était au courant, qu'il a vu des messages passer, mais bon, on est frileux. Le seul qui a accepté de me rencontrer, c'est quelqu'un qui est particulièrement décrit dans la dissidence, c'est Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. C'est le seul aujourd'hui qui a accepté de poser à mes côtés sur une photo. D'accord. C'est le seul qui m'a soutenu dans mon combat contre la pédophilie en Belgique. Alors je sais qu'on le critique beaucoup, je sais qu'on a beaucoup on se pose beaucoup de questions à son égard, vu son parcours, vu son passé. Je crois tout simplement que Nicolas Dupont-Aignan, il est encore aujourd'hui trop cadenassé par le système médiatique. Oui, alors la grosse casserole de Dupont-Aignan, tu sais bien que c'est la FAF, son programme Young Leader, etc. Comme moi, ma grosse casserole, c'est le Parti Populaire. Voilà. Voilà, mais ça, on n'empêche pas qu'on peut changer. Oui, on peut changer, voilà. Lui, en fait, ce que beaucoup de gens lui reprochent par rapport à cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'il n'assume pas, par contre. C'est un peu moi, j'assume tout. Ouais. Toi, t'en parles plus librement. Lui, tu lui parles de la FAF, il change de tête quand même. Il ne veut pas en parler. Personne n'est parfait. Oui. Mais non, ça aide. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais est-ce que Dupont-Aignan aussi, lui, quand même, dans son analyse politique, il ne veut pas sortir de l'Union européenne? C'est pas un problème, ça, quand même, Parce que les choses sont claires. Pour moi, il y a des partis, voilà, vous l'aviez marqué dans votre programme, on sort de l'Union européenne, c'est marqué noir sur blanc, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Or, tous les autres partis, ils ont quand même cette ambiguïté vis-à-vis de l'Union européenne. Mais je crois que quand on a un parti politique, c'est comme un métanote l'a dit tout à l'heure, avec Marine Le Pen, elle veut avoir 50% plus. Donc quand on a un parti politique, on veut toujours arriver au pouvoir. C'est le gros problème. Moi, je n'ai jamais voulu arriver au pouvoir. Moi, je ne voulais pas faire de Boulay-Belge le plus grand parti de Belgique. Et c'est pour ça que je pouvais avoir des positions crédibles et courageuses. Mais si aujourd'hui on veut faire 51% des voix, on ne va jamais proposer de sortir de l'Union européenne. Parce que les gens sont trop frileux pour accepter un tel changement radical. Les gens, ils ont peur. Ils ont connu l'Europe. Ils n'ont connu que ça. Ils ne veulent pas avoir le changement. Ils ont peur du changement. Donc il n'y a que finalement des mouvements qui ne rêvent pas de pouvoir qui peuvent revendiquer ce genre de proposition. Tant que Nicolas Dupont-Aignan il rêve
encore de participer aux élections présidentielles et éventuellement y jouer un rôle. C'est triste parce qu'il n'en jouera jamais. Dommage, hein, je préfère voir Nicolas Dupont-Aignan à l'Élysée que François Hollande ou Marine Le Pen. Personnellement, c'est mon droit. Mais il n'a aucune chance, il n'arrivera jamais. Mais tant qu'il reste enfermé dans ce projet, il ne pourra jamais proposer ce genre de choses. C'est pas possible. Pour pouvoir avoir derrière soi une majorité la plus large possible de citoyens, il faut faire du mou. Il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Il ne faut pas trop les bousculer. Or, nous, dans la dissidence, on ne fait que les bousculer. Donc forcément, ça effraie certaines personnes. Ça effraie. Voilà. Et c'est pour ça que je crois aujourd'hui que si je veux faire le lobby qui est vraiment mon projet et développer ces émissions pour lesquelles j'appelle vraiment à l'aide au niveau de toutes les bonnes volontés, et je crois que tout le monde peut trouver mon mail, hein, laurent.louis@live.be. Tous les mails peuvent m'être envoyés sur cette adresse-là. On la remettra après. Voilà. Là, je peux bien entendu travailler et construire quelque chose de bien. Eh bien, si je veux développer ce projet, c'est aussi faire en sorte d'aller moins clash. D'essayer de rentrer de manière plus insidieuse dans le quotidien des citoyens. Comme le font nos publicités. Je ne sais pas si tu as déjà vu les publicités d'aujourd'hui. Ah bah oui. On nous montre souvent des modèles de famille un peu différents. On montre beaucoup plus d'homosexualité. On nous fait entrer ça dans notre quotidien pour que ce soit normal. Pour qu'on s'habitue. Je veux faire entrer la dissidence dans le quotidien de tous les citoyens. Pour que le combat dissident, finalement, il soit normal. Et qu'on ne soit pas des stigmatisés. Qu'on ne soit pas des gens qu'on nous montre comme si on travaillait tout le temps en souterrain, comme si ce que nous faisions c'était mauvais, comme s'il fallait le cacher. Ben non, je suis fier d'être dissident. J'ai pas honte, je l'affiche. J'ai pas de problème avec ça. Et il faut que tout le monde ait le courage. Et pour ça, il faut passer à un stade et agir de manière plus intelligente. On a beaucoup gueulé dans les rues, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On a vu souvent que ça ne servait pas à grand chose en tout cas. Des autres me diront, on a déjà fait beaucoup de conférences, ça sert à quoi? Ok, je sais. Mais c'est ce que vous avez premières étapes. On a besoin de manifestations, on a besoin de conférences, mais on doit travailler tous ensemble en ayant un objectif commun qui est de renverser ce pouvoir. Et pour ça, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, évidemment. Oui. Bah, écoute, en tout cas, c'est sûr qu'on te souhaite beaucoup d'avenir. Alors, tout à l'heure, j'en avais parlé avec Mohamed, lui, il ne voulait pas en parler. Bruxelles, capitale de l'OTAN, capitale de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de cet antagonisme un peu, on va dire, wallon-flamand que on voit, moi je parle avec mon œil de français, voilà, comme une espèce de guéguerre communautaire. Je connais pas plus, mais on a l'impression quand même qu'il y a des tensions profondes. Ah oui, tout à fait. Je permets juste, je vois une petite question. C'est très important. Ouais. Dites-nous donc, monsieur Lou, la solution PS ou UMP, Asselineau ne passera jamais. Il faut être pragmatique. Mais j'ai déjà dit ce que je pensais d'Asselineau. La solution, c'est de ne pas voter. Aujourd'hui, la solution, c'est de ne pas voter. Et de faire en sorte que la dissidence puisse se construire de manière durable, avec un socle solide, pour offrir une véritable possibilité et une porte de sortie, mais pas par les élections. Il faut qu'on comprenne que les élections, c'est foutu d'avance. On ne gagnera jamais par les élections. On gagnera par la propagande et en changeant l'état d'esprit des citoyens. On doit s'immiscer dans les esprits. Fini UMP, PS, FN, même Debout les Belges, ça ne sert à rien. C'est nous-mêmes qui devons changer. La personne qui l'a écrit, la solution, c'est lui. Qu'il s'investisse dans la dissidence, qu'il s'investisse dans le combat. Il n'y a pas de héros. Moi, je ne suis pas un héros. Je ne me considère pas comme ça. Tous les citoyens sont des héros potentiels. Ils peuvent tous changer le monde. Voilà ce que je voudrais dire. Alors par rapport au problème ici en Belgique et ce problème francophone, néerlandophone, c'est un problème qui a été créé par le monde politique, mais qui a des racines qui sont vraiment très anciennes. À la création de la Belgique, les Flamands, ils parlaient toujours flamand. Ils parlaient déjà flamand à ce temps-là. Ouais. Le problème, c'est que la Belgique, lors de sa création, est un État francophone. Donc dès le départ, on a méprisé les néerlandophones et on leur a imposé finalement une langue qui n'était pas la leur, au point que tous les bourgeois flamands parlaient français, parce que finalement le néerlandais c'était considéré pour les petites gens. D'accord. Donc, à partir du moment où on ne respecte pas une communauté dans un pays, à un moment donné, elle se radicalise.
C'est logique. À partir de l'après-guerre, lorsque les pertes flamandes ont été très importantes également, surtout que dans la Première Guerre mondiale, on a eu beaucoup de soldats flamands qui sont morts dans les tranchées à Ypres, en Flandre, alors qu'ils étaient dirigés par des gradés qui étaient francophones et qui ne comprenaient rien à la langue de leurs soldats. Donc de là naît un sentiment d'injustice. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une demande, une revendication légitime de la Flandre et des Flamands d'être respectés, que leur langue soit reconnue. Alors ce que les Flamands ont proposé aux francophones, c'est le bilinguisme général. Ouais. Les francophones, fainéants qu'ils sont, je suis désolé, je suis francophone, mais j'estime quand même qu'on est fainéants, ont refusé le bilinguisme généralisé. Ils ont dit non, on va pas parler le néerlandais chez nous, en Wallonie. D'accord. Donc de là naît le problème, c'est qu'on a à partir de ce moment-là créé deux pays différents avec des gens qui ne se comprennent pas, qui parlent deux langues différentes et où il n'y a pas de lien. Les journaux télévisés en France, c'est pas les mêmes en Flandre, c'est pas les mêmes infos qu'en Wallonie. Ouais. Les vedettes de la chanson flamande, on ne les connaît pas en Wallonie et vice versa. Ouais, mais on a l'impression qu'il y a deux pays en un, quoi. C'est deux pays, mais c'est de notre faute. C'est les francophones qui n'ont pas voulu. Ouais. Donc maintenant, il y a de plus en plus de revendications flamandes. Il ne faut pas oublier, maintenant, les Flamands sont majoritaires. Il y a plus de Flamands en Belgique. Il y a plus de Flamands en Belgique que de francophones. D'accord. Il y a 6 millions de Flamands, il y a 1 million de Bruxellois et il y a 5 millions de francophones. D'accord. Donc forcément... Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ces velléités d'indépendance un peu, parce qu'on sait que c'est quoi, c'est le Vlaams Belang qui propose l'indépendance de la Flandre, carrément. Enfin, Mais justement, pour tous les partisans du Front National, le Vlaams Belang, c'est l'allié du Front National. Ah oui, il est allié, oui. C'est bizarre, je ne comprends pas que Marine Le Pen se revendique patriote et qu'elle soutient un parti qui veut la mort d'un autre pays. Oui. C'est pas très patriote ça pour moi, mais bon, je ne comprends pas, mais... Opportunisme, certainement. Oh, ouais. Donc, il y a le Vlaams Belang, mais qui ne représente plus grand-chose. Aujourd'hui, dans le paysage politique belge, il y a surtout la NVA, qui est le plus grand parti du pays, le plus grand parti de Flandre, plus de 30% aujourd'hui des voix, plus de 30 sièges au Parlement sur 150. Donc c'est vraiment un parti puissant qui lutte contre le socialisme. Ouais. Le socialisme, les affaires, les corrompus, d'Irupo, etc., etc. Donc je les comprends. Je les comprends parce qu'aujourd'hui, la Flandre, elle subit la mauvaise gouvernance wallonne. Allez dans n'importe quelle ville flamande, dans n'importe quelle ville de Flandre, même un petit village, les routes, les rues, les trottoirs, parfait. Allez en Wallonie, il n'y a rien qui va. Ah bah, j'ai remarqué ça. Alors, du côté C'est wallon, une catastrophe. les routes sont mal entretenues, des fois incroyables. Ouais. Ah ouais? Pas de vin, D'accord. corruption, on fait rien. On ne veut pas améliorer le quotidien des citoyens. On a des trottoirs où on ne sait même pas se promener avec une poussette d'enfant. Ou alors on a le pantalon qui est tout mouillé lorsqu'il pleut. Ça c'est la Wallonie. Mauvaise gouvernance, incompétence. Et les Flamands ils doivent continuer à payer pour ça. On a une Flandre qui est beaucoup plus en faveur de l'entrepreneuriat. Ouais. Beaucoup plus à droite si on peut encore dire que ça veut dire quelque chose. Il y a une gauche très wallonne. En Wallonie, c'est la gauche qui a la priorité et qui est toujours premier parti. Donc il y a une différence culturelle, une différence politique. Mais les Belges ont toujours envie de vivre ensemble. Le séparatisme, c'est une question qui est soutenue par les responsables politiques, qui poursuivent encore leur intérêt. Parce que plus on divise le pays, plus on crée de parlements, plus on crée de postes de ministres, de postes politiques. Et les politiques, ils gagnent. Si on voulait vraiment, une fois pour toutes, régler ce problème, on fait un référendum. Plutôt que de nous emmerder à longueur de temps à toujours parler du séparatisme depuis 20 ans. C'est-à-dire, on fera un grand référendum. Est-ce que vous voulez l'indépendance de la Flandre? Tout le monde s'exprime et puis on en saura définitivement. Simplement, il n'y a pas de majorité. Les politiciens parlent dans le vide depuis des années. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de majorité en Belgique pour demander la séparation du pays. Donc on continue, on ne fait surtout pas de référendum. Ben non, forcément, on a un sujet là qui est bien, qui permet d'avoir des petits antagonistes sans trop se disputer non plus. Ouais. Donc voilà, on est dans cette logique politique qui ne sert à rien. Mais il n'y a pas un risque d'éclatement quand même de la Belgique à terme? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu crois que c'est possible ou pas? Si on laisse les politiciens faire, c'est clair qu'ils vont voir, si on divise le pays, il y a plus de postes à gagner. Ouais. Maintenant, un risque d'éclatement,
Je sais pas. Non, tu sais pas. Pour moi, c'est tellement peu probable qu'on en arrive à ça. Je crois pas parce que les Belges aiment vivre ensemble. Il n'y a pas de problème, on l'a encore vu lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de foot. Ouais. Je veux dire, tout le monde est derrière l'équipe nationale. Donc non, je crois que c'est un problème purement politique et qu'on n'en arrivera pas. Et puis il y a une petite partie de Belgique aussi où on parle allemand. Ça, c'est moins connu, mais il y a donc en fait une partie néerlandophone, une partie francophone, mais il y a une partie germanophone aussi en Belgique. Beaucoup moins connue, on en parlait tout à l'heure. Et il paraît en plus une partie très riche, très développée, mais on entend... Ils font pas trop de bruit, quoi. Bah, c'est la minorité la plus protégée au monde, puisqu'ils sont 80 000. Ah, ils sont 80 000, les représentants. Il y a 80 000 germanophones, ils ont droit à un parlement, ils ont droit à un gouvernement. C'est un peu beaucoup pour 80 000 personnes. Ça fait une ville comme Épinay. Avec un parlement, d'accord. Voilà. C'est pour ça que pour nous c'est un peu extraterrestre la Belgique. Totalement. 3 langues, alors il y a 5 gouvernements, hein, c'est ça. Et on m'a dit il y a un gouvernement Bruxelles, un fédéral, un néerlandophone, un francophone et un germanophone. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui arrive quand on laisse les politiciens faire sans contrôle populaire. Ils font n'importe quoi. Et ils ont détruit le pays, ils continuent à le détruire. Ouais. Alors là, il y a... T'as vu une question, regarde notre ami Dominique. Ouais, notre ami Dominique. Il est à fond remonté, Dominique. Ah bah Dominique, il est remonté un petit peu. Tu vois, parce que j'ai perdu mes 5 000 €, je critique toute la dissidence, et bêtement en plus. Oh. Voilà. Donc je le fais bêtement, je pense que je le fais avec beaucoup d'humour, et je critique pas la dissidence. Qui a dit qu'Asselineau c'était la dissidence? Ouais. Enfin, moi je sais pas. Moi, c'est un parti politique, Asselineau. C'est la dissidence? Non mais dis-moi, parce que moi... pour moi, Asselineau refuse cette image et refuse en tout cas tout ce qui est dissidence parce qu'il estime qu'il fait de la dissidence mais il ne veut pas se mélanger avec les autres dissidents. Voilà. Donc c'est très compliqué comme positionnement, presque intenable. Donc je m'excuse si j'ai attaqué Asselineau, mais je ne pensais pas que c'était un dissident. Alors on me dit Bricmont c'est une arnaque. Bon, c'est vrai que après son passage à la libre antenne, voilà, il y a eu pas mal de réactions, c'est vrai. On me dit quelle convergence avec Bricmont, Colombe, Mucuna et autres Belges connus sur Internet. Bah tu en as parlé un peu, que les rapports étaient un peu tendus. Hein. Mucuna je connais pas, par contre. Je connais de nom, mais pas de contact. Pas de contact, d'accord. Non, en Belgique personne ne me contacte. Hein. Moi, je suis pestiféré. Donc non, pas de convergence particulière. Ouais, voilà, d'ailleurs c'est bien, Chris Fighter, il dit les gars, je ne comprends pas, quelqu'un donne sa vision des choses et tout de suite vous dites, vous le clashez d'ingérence, mais Soral et le Front National donnent leur vision des choses et tout de suite c'est l'évangile. Voilà, c'est vrai que tu vois, il y a des gens qui sont d'accord aussi avec le fait qu'on ne peut pas critiquer certaines personnes, enfin, et qu'ils trouvent ça un peu appauvrissant quoi, pour le débat. Hein, mais moi j'estime que je suis libre, je ne suis payé par personne. J'ai pas attendu telle ou telle personne pour mener mon combat. Quand j'étais devant le Parlement, j'étais tout seul. Ouais. J'ai mené ça sans rien demander à personne. J'ai quand même le droit de parler. J'ai pas de patron. Donc voilà, j'estime que je suis libre. Moi, je comprends pas où est le problème par rapport à ça. C'est pas pour autant qu'on est directement là en train de descendre telle ou telle personne. Moi, je me base sur les actes et sur mon vécu. Je parle de ce que je connais. Pourquoi je parlerais de quelque chose que je ne connais pas? J'ai essayé de tendre la main à Colombe. Il m'a craché dessus. Ouais. Je n'ai pas dit « Ouais, Colomb, il est génial, il faut le connaître. » Non, j'ai expérimenté, j'ai vu que c'est une arnaque, je le dis. J'informe, tout simplement. J'ai tendu les mains à Asselineau. Il a dit qu'il ne voulait pas se salir. Je vais quand même pas lui lécher les bottes maintenant. Non, mais c'est sûr. C'est logique. Voilà, j'ai tendu les mains à Marion Maréchal Le Pen. Ça a été... une non-réponse, voilà, c'est tout. Moi, j'informe les gens pour qu'ils soient au courant des démarches que j'ai entreprises et des réactions que j'ai eues. Oh, mais non, peut-être qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, c'est leur droit. Je ne veux pas plaire à tout le monde, d'ailleurs. Le jour où je plaire à tout le monde, vaut mieux que j'arrête. Ouais, puis en plus, c'est que je serais devenu plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Hein. Tu connais la formule. Alors, on me dit... qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, vous vous réjouissez de l'interdiction d'un parti nationaliste belge, ça a l'air de bien vous faire marrer.
la merde dans laquelle se trouve la France. Pouvez-vous vous occuper de la Belgique et de votre entourage immédiat, Bruxelles étant un des sièges du nouvel ordre mondial de l'OTAN. Oui, oh, les gens se vexent facilement. T'as juste dit que ce parti était un parti corrompu, le Front National belge. Bon, je sais pas, moi je savais même pas qu'il y avait un Front c'est pas moi qui les ai condamnés. Voilà. C'est la justice qui a décidé de les condamner et je crois franchement qu'il y avait de quoi le faire. Il y avait des bras cassés dans le Front National belge. Mais attention, il y a une différence que je tiens à dire, c'est que en France, vous avez très facile les dissidents se disent très facilement nationalistes. Oui. En Belgique, le terme nationaliste est un terme que nous ne pouvons pas utiliser en tant que dissident. Je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Parce que les nationalistes, ce sont les nationalistes flamands. Ce sont donc des séparatistes. Donc en Belgique, lorsque l'on est nationaliste, on est pour la disparition de la Belgique. Je ne peux pas me revendiquer nationaliste. Donc ça, il faut simplement... C'est un travail d'apprentissage. C'est-à-dire la France n'est pas la Belgique, on a nos spécificités. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dirais, quand on dit que Soral est un national, il se revendique national socialiste, moi je me revendique patriote socialiste. D'accord. Et je vais même dire, je me revendique patriote socialiste, conservateur, démocrate, moderne. Conservateur-démocrate, ça peut paraître totalement antagoniste. Si on se base sur ce qu'on connaît des États-Unis. Mais j'ai rien à voir avec Bush et je crois que j'ai rien à voir avec Obama. Mais conservateur parce que je veux qu'on conserve certaines valeurs dans notre société. Je suis pas pour le mariage pour tous, je suis pas pour toutes ces dérives morales. Démocrate parce que je suis le seul aujourd'hui à proposer un véritable système démocratique. Marine Le Pen, elle veut être dissidente, ben qu'elle propose le tirage au sort. Ça, c'est être dissident. Parce que c'est aller à l'encontre du système, c'est aller contre les partis. Donc moi j'estime que je suis aujourd'hui dans la scène politique, même si je n'y suis plus vraiment, mais le seul qui propose une véritable alternative démocratique. Oui, parce que toi, avec le parti Debout les Belges, j'ai envie de dire, vous aviez vraiment mis les deux pieds dans le pas. Interdiction des partis, voilà, vous avez sorti de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'euro, etc. Enfin, c'était très, 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 très clair. Mais je ne pense pas qu'on puisse être à moitié dissident. Il faut être honnête avec les gens. Voilà, ouais. Maintenant, ça c'est quand on fait un mouvement politique. Il faut être honnête pour moi. Maintenant, quand on fait un lobby, on va devoir essayer de toucher le plus de monde possible, de manière intelligente et en utilisant ce système. Et c'est pas pour autant qu'il va falloir dire, mais Laurent Louis, il fait partie du système, il est corrompu, il tombe dans le piège, il se laisse attraper, il est rattrapé par le système. Non, je suis à fond dedans et je suis totalement, vraiment, je suis motivé à 300% et déterminé à aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faudra agir avec les règles du système et bien lui mettre une fameuse quenelle à ce système en utilisant vraiment tous ces stratagèmes. À nous de le faire. Écoute, on va s'y mettre. Je pense que voilà, il y a eu pas mal de réformes. Bon, moi, je le fais déjà, oui. Mais ça passe. C'est comme toi. Des fois, il y en a, ça passe pas. On me dit, je vous ai connu grâce à ER. D'ailleurs, votre propre aveu, la majorité des licences françaises sont débranchées avant vous, Monsieur Louis. Ne devriez-vous pas faire preuve d'humilité face à ceux qui vous ont précédé? Jean-Marie Le Pen sera le Dieudo. Mais t'as jamais mal parlé. Monsieur Axe. Voilà. Je m'incline. Ouh, mon Dieu. Je n'existais pas. Je n'existais pas avant Jean-Marie Le Pen, avant Alain Soral, avant Dieudonné. Je n'existais pas. Mais si j'existais quand même, je faisais mon travail. Il a été reconnu, je l'en remercie, je serai éternellement reconnaissant. Éternellement, Starfall. Non mais je sais pas ce que je dois dire. On va avoir des problèmes. Allez, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Mais tu sais quoi? Finalement, avec certains adhérents de R, j'ai l'impression d'être en face de juifs. Alors, il y a beaucoup de gens de ER qu'on va rencontrer sur la tournée. Je ne sais pas ce que je dois dire pour dire que R fait de l'excellent travail, tout comme il faut dire que les Juifs ont beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu 6 millions de morts et qu'il faut être à jamais reconnaissant de tout le drame que la communauté juive a connu et que sous prétexte, ils doivent tout se permettre. Donc, la même chose pour ER, je suis à jamais reconnaissant. Je reconnais tout le travail. Non, mais je le dis, mais je ne sais pas.
J'ai beau dire tout ça par rapport à la communauté juive, on me traite toujours d'antisémite. Donc je sais pas, j'ai tout reconnu par rapport au talent de Soral, j'ai tout reconnu par rapport au mérite de... Qu'est-ce que je dois faire? Allez, s'il faut, je suis même prêt à porter un t-shirt avec Soral dessus. Soral a raison. Je veux bien. Je sais pas ce que je dois faire d'autre, mais allez, et on se calme les gars, il faut arrêter. C'est bon maintenant. J'adore. Mais nous aussi, on leur fait plein de bisous à faire. Non mais il faut se calmer, c'est dingue. Ils sont susceptibles des fois. Il y a des susceptibilités. Mais nous on aime tout le monde. C'est la Suisse nous. Je suis belge, j'aime bien le second degré, j'aime bien l'humour, j'aime bien rigoler, voilà. Faut se détendre. Faut arrêter d'être sérieux comme ça on se croirait à l'UMP. Ça va leur plaire. Bon. Mais non, mais je les aime bien. Je les aime bien. Sans eux d'ailleurs j'aurais pas eu de succès, on ne me connaîtrait pas. Mais c'est bon. Bien sûr, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais il faut que je fasse un chèque. Combien ça coûte? Tu connais? Bon. Allez, on a ça coûte. Bon, non, mais bon. ER, on vous adore de toute façon, c'est vrai. Oui. Mais oui. Donc, on va avoir, de toute façon, on va rencontrer plein de gens d'égalité et réconciliation. J'imagine qu'il y a des débats en perspective. Hein, on va faire naître un certain nombre de débats, j'imagine, parce que quand on va aller les voir, on va aller les voir dans le sud, il y en a plein qui vont nous accueillir. On aura ce débat probablement, amis de ER. En tout cas, le débat est ouvert. Hein, et puis, on en rediscutera. En tout cas, voilà. On me demande si toi tu parles flamand. Tiens, c'est vrai. Ah bah voilà. T'as des rares wallons à parler flamand. Hein, parce qu'à chaque fois, je demande, ils me disent tous qu'ils parlent pas flamand. Hein, non. Ils parlent on a peur. Hein. On a peur. Oui. Les francophones ont une peur de parler le néerlandais. Ah oui. Ils ont peur d'être mal jugés par les néerlandophones. Alors c'est une connerie. Parce que, par exemple, lorsqu'un francophone va en Flandre, pour les vacances, à la mer du Nord par exemple, et qu'il arrive dans une boulangerie et qu'il demande ses croissants en néerlandais, il le prend mal quand la boulangère lui répond en français. Il croit qu'elle estime qu'il parle mal le néerlandais. Mais non, c'est un respect. Forcément, elle entend qu'on est francophone. Donc par respect, elle répond en français. Et je trouve que ça, c'est excellent. En Flandre, par exemple, le francophone va parler néerlandais et le néerlandophone va répondre en français. C'est magnifique. Il ne faut pas être gêné par rapport à ça. Je trouve que c'est bien. Parce que moi, j'ai vu beaucoup, par contre, de néerlandophones qui parlent français. Ah oui. L'inverse, c'est complètement vrai. Mais plus pas de volonté dans leur chef d'apprendre le français. Ouais. Nous, on préfère apprendre l'anglais. C'est l'américanisation, c'est comme les Français. Quoi. Par contre, je sais parler le néerlandais, mais je refuse de parler anglais. Ne me fais pas parler anglais parce que j'en ai rien à foutre de l'anglais, moi. Ah bah d'accord, bah écoute, c'est mieux. Je suis pas anglophone. Parce que moi, la dernière fois que je suis venu à Bruxelles, j'ai vu des flics qui parlaient en anglais. Hein. Ah ben on est obligé. Ah bah je les ai vus et j'étais halluciné. Je croyais que c'était à Los Angeles. You can on a un Bruxelles ou... Chez nous, du coup, à cause du néerlandais et du français, tout est en anglais. Oui, parce que j'ai vu ça quand ils voulaient imposer l'anglais à Bruxelles en plus. Ah bah ouais. C'est énorme ça d'ailleurs. Ah, moi, je me bats contre ça, je ne veux pas parler cette langue. Cette langue n'a rien à voir avec mon pays. Je suis belge. Ouais. Je veux bien parler l'allemand, je veux bien parler le français, le néerlandais, mais pas l'anglais. J'en ai rien à foutre de l'anglais. C'est peut-être ici que commence l'américanisation totale, quoi. Voilà, je tiens à mener ce combat et à refuser cette langue qui n'est pas la mienne. Ouais, bah écoute, t'as bien raison. Nous, on va continuer à parler français, on parle pas encore le néerlandophone. Peut-être bien du néerlandophone, il y en aura un peu sur Beta TV Belgique. Vous pourrez inviter des flamands, j'espère, hein, quand même. Ce sera bien. Il y a peut-être des dissidents flamands, on ne sait jamais. Hein, Mais ils sont déjà plus évolués. Hein. Ouais. Ah, sincèrement, bon, ils n'ont peut-être pas le même combat que nous, ils n'ont peut-être pas les mêmes modèles. Ils connaissent certainement pas ER. Bon, pas en vouloir directement aux Flamands de ne pas connaître ER. Parce que, comme c'est parti avec certains, on va déjà dire ah non, bah non, les Flamands sont pas des dissidents, ils connaissent pas ER. Soyons tolérants. Soyons tolérants quand même. Alors, ils ont d'autres modèles, mais je pense qu'au niveau de la manière dont ils gèrent leur société, ils sont déjà beaucoup plus en avance que nous. Ouais. Nous, on est encore à croire que le socialisme va résoudre tous les problèmes, alors qu'eux, ils ont déjà quand même évolué. Mais bon, voilà.
tout est plus à la pointe en Flandre qu'en Wallonie, où nous on est toujours... Bon, il y a des bonnes choses à s'inspirer en Flandre quand même. Tout n'est pas à jeter chez les Flamands. En tout cas, merci Laurent d'être venu. Je pense qu'on s'est bien amusé. Ah bon, on s'est bien amusé. Je pense que ça... C'est pas fini. Ah oui, l'émission n'est pas finie, hein, je le dis. Hein. L'émission n'est pas finie, ça continue. Il y a Pierre Panet qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Sandrine qui va nous faire un freestyle. Et Aurélie aussi. Aurélie aussi, un duo. Avec Aurélie. Ah bah magnifique, Véronique et Davina. Je me prends des doigts d'honneur. Bon, on va faire une petite pause et puis on va revenir juste après. Et Laurent, merci. Et puis de toute façon, toi Laurent, on va te revoir à l'antenne maintenant assez souvent, j'imagine. Donc habituez-vous, hein, parce que... Dès la rentrée de septembre, normalement. D'accord. Je vais faire un peu comme si j'étais invité à TF1 ou à France 2. Donc, il y aura bien entendu mon livre qui va sortir. Ouais. Je vous invite tous à l'acheter. Comme ça, vous pourrez savoir qui je suis vraiment, ce que je pense. Vous pourrez voir ce que je pense de ER, parce que j'en parle. Donc, tous les adhérents de ER, achetez mon livre, c'est important. Ça permettra aussi de développer la dissidence belge, parce que je compte bien utiliser l'argent qui découlera de ce livre pour développer le mouvement en Belgique. Pas pour me mettre dans la poche, ni pour m'acheter une montre, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai pas de montre, je m'en fous. Donc voilà, il faudra acheter ce livre-là. Et puis dès la rentrée, avec l'émission de critique de l'actualité, le journal télévisé un peu décalé, avec beaucoup d'humour aussi, j'essaierai de le faire. Et toujours ces critiques de la politique belge, j'espère pouvoir continuer à le faire. Et pour ça, on attend les studios, on attend du matériel. Et des personnes qui veulent bien faire le montage et tout, parce que ça c'est vraiment utile. Dans un premier temps, bien entendu, c'est un travail bénévole, on n'a pas de quoi rémunérer ce travail et je suis le premier à être déçu de ça, parce que je sais très bien qu'on peut faire un meilleur travail quand on est rémunéré et que chacun pense pas à autre chose, on pense a son travail et que c'est pas évident d'en plus donner du temps sans rien en retour, si ce n'est cette fibre et ce plaisir de participer à la dissidence. Je sais que c'est pas grand chose pour le moment, mais j'espère, et franchement je fais tout pour que ça se développe et qu'on puisse engager du personnel à l'avenir, qu'on puisse avoir une véritable équipe qui soit autofinancée à un moment donné. Donc voilà. Dernier mot, si je peux me permettre. Mais permets-toi. C'est que je voudrais vraiment qu'on arrête toutes ces petites tracasseries internes, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, qu'on arrête d'épier la moindre phrase pour essayer de la tourner comme si j'étais là pour diviser la dissidence. Je ne suis pas là pour diviser la dissidence. Je travaille depuis des mois pour essayer de l'unir, pour te montrer avec un peu d'humour que toutes ces petites tracasseries, elles sont ridicules par rapport au combat que nous menons. Donc voilà, on souffle, on respire, on est zen, on accepte les critiques parce qu'on est tous sujets à être critiqués. Hein. Je ne suis pas parfait. Tel n'est pas parfait, je ne vais pas citer les noms parce qu'après ça va encore... ça va encore. Des polémiques et des susceptibilités, donc voilà. Travaillons main dans la main et n'oublions pas que la dissidence, c'est l'unité dans la différence et qu'on est là pour défendre la liberté d'expression et qu'on a le droit de ne pas être tous d'accord les uns avec les autres. Écoute, jolie formule, l'unité dans la différence, voilà.